m'appelle Ken Heckman. Bienvenue à ce cours intitulé 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Quentin Friesen et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader des services de santé. À présent, le module 12 de la série des 15. Dans ce module, nous conclurons notre examen de la discipline qu'est la durabilité en nous penchant sur les stratégies de tarification et les principes d'audit. Nos objectifs d'apprentissage. Les participants comprendront les relations entre les prix, les coûts et la valeur proposée aux clients pour les services de santé. Reconnaîtront quand et comment appliquer des stratégies de rabais dans les institutions de santé. Examineront les techniques pour le suivi de la trésorerie et des décisions prises au sein de l'institution. Comprendront lorsque les audits externes sont importants et comment choisir un auditeur externe approprié. Apprécieront comment l'intégrité et la transparence du leadership influencent la durabilité de l'institution sur le long terme. Commençons par la relation entre les prix, les coûts et les valeurs, en définissant d'entrée de jeu ce que nous entendons par le terme valeur. Chaque service a une valeur, même si le service est offert dans un esprit de compassion généreuse et d'altruisme. Une institution durable doit fixer un prix équitable pour ses services et trouver un moyen de fournir ses services en dessous de ce prix. Même les organisations qui dépendent entièrement des subventions et des dons doivent déterminer la valeur de leurs services auprès de leurs donateurs. La tarification est à la fois un art et une science économique. Prenons quelques exemples de comment la valeur est définie dans les services de santé. Une femme enceinte a connu 2 fausses couches sans soins prénatal. Elle a récemment appris que de bons soins prénatals pouvaient lui permettre d'éviter une fausse couche et augmenter ses chances d'accoucher un bébé sain. Maintenant, elle est encore enceinte. Pensez-vous qu'elle va probablement accorder une plus grande valeur aux soins prénatals pendant sa 3e grossesse? Une fille majeure doit prendre un congé pour prendre soin de sa mère à temps plein, car cette dernière est handicapée à cause d'une hanche qui se détériore. Si la fille perd des revenus pendant qu'elle ne travaille pas, pensez-vous qu'elle trouvera de la valeur à financer la chirurgie de la mère, ce qui lui permettra de retourner travailler? Il existe 2 stratégies de tarification de base que les leaders des services de santé devraient examiner. Une stratégie du coût de production majoré, qui consiste à chercher le coût de production du produit, puis y ajouter une majoration pour une croissance future. Cette stratégie nécessite que les directeurs comprennent parfaitement tous les composants des coûts de chaque produit et de chaque service. Une stratégie d'établissement des prix à la lumière du marché, qui s'appuie sur la compréhension des retombées économiques des services reçus, tels que dans les 2 exemples que vous avez vus. Cette stratégie requiert que les directeurs comprennent l'impact réel des services sur les patients et leurs familles. Pour en savoir davantage sur la stratégie du prix de production majoré, examinons le modèle de planification financière. La planification financière nécessite que les directeurs anticipent sur les besoins en revenus de tous les composants du coût. Nous commençons à la base de la pyramide par les coûts directs tels quels les fournitures et les salaires du personnel offrant des soins directs. Ensuite, nous examinons les coûts indirects tels que les paiements hypothécaires pour payer les installations, les coûts d'équipement, les services, les salaires du personnel d'appui et les salaires de l'administration. Le 3e composant est les fonds de roulement. L'institution doit tenir suffisamment d'argent pour couvrir au moins 30 jours de dépenses normales. Les fonds de roulement doivent évoluer au même rythme que l'institution. Les directeurs doivent également prévoir les améliorations d'immobilisation. En effet, ils doivent créer des réserves pour l'achat de nouveaux équipements et le remplacement des équipements et installations qui s'usent avec le temps. Le dernier composant est appelé bénéfice ou excédent de recettes. Il est essentiel qu'un fonds de roulement futur réponde aux exigences de développement commercial et aux nouveaux besoins de la communauté.
Les directeurs commettent généralement l'erreur courante, qui consiste à compter uniquement les coûts directs et indirects requis pour la fourniture des services. Ils perdent de vue le besoin d'augmenter le fonds de roulement, les améliorations d'immobilisation et les bénéfices. Ces trois catégories nécessitent des fonds provenant des recettes d'exploitation, tout comme les coûts directs et indirects. Une institution ne peut pas continuer à subvenir à ses besoins et à grandir si elle ne prévoit pas le remplacement des équipements et des installations, mais également une réserve pour payer les coûts de démarrage de nouveaux services. Par exemple, si un hôpital prévoit assez de fonds pour payer son personnel et réserver suffisamment de fournitures, mais laisse ses installations et ses équipements se détériorer, il va très vite devenir peu attrayant pour les patients et les dysfonctionnements des équipements pourraient compromettre les soins cliniques. En outre, si un hôpital reconnaît les possibilités de développer ses services obstétriques, mais ne dispose pas d'assez de fonds pour financer cette expansion, il ratera une opportunité de flux de trésorerie positif qu'auraient pu engendrer ces nouveaux services. Le terme bénéfice peut être déroutant, notamment pour les organisations à but non lucratif ou gouvernementales. Les organisations confessionnelles ou humanitaires ont généralement une approche de la gestion des services de santé qui consiste à penser que les recettes doivent uniquement servir à couvrir les coûts directs et indirects. Si les recettes sont supérieures aux dépenses dans ces organisations, les directeurs pourraient ressentir une certaine culpabilité ou une obligation de réduire les frais afin de restaurer le statut d'humanitaire de l'organisation. J'ajouterai cependant que les directeurs qui ignorent la nécessité de réaliser des bénéfices ou des excédents de recettes limitent la capacité de l'organisation à être autonome et donc compromettent ses objectifs humanitaires de base. Certaines organisations non gouvernementales peuvent reposer sur des donateurs pour les campagnes de levée de fonds destinées aux nouvelles installations et nouveaux équipements. Les donateurs sont souvent plus attirés par des campagnes de levée de fonds très visibles et tangibles qu'ils ne sont intéressés par l'apport d'un soutien opérationnel en cours. Ils aiment pointer un bâtiment ou un élément important d'équipement acheté grâce à leurs dons. Cette approche peut être honorable pour les donateurs, mais elle place les leaders des institutions de santé dans l'embarras. Si un équipement qui génère des recettes se détériore sans qu'une réserve n'ait été construite pour financer son remplacement, le leader sera obligé de retourner vers les donateurs pour demander de nouveaux dons pour le remplacer. Cette situation met en exergue une dépendance malsaine et limite la durabilité de l'institution. Si une institution de santé perd de l'argent, quelles sont les options qui s'offrent à ses leaders et directeurs? En effet, il existe uniquement 4 options. Réduire les coûts, augmenter les frais ou chercher d'autres sources de recettes. Augmenter la quantité de services à des niveaux qui couvriront tous les coûts. Ou interrompre l'activité. Lorsque les leaders et les directeurs de services de santé comprennent parfaitement les composants du coût des services et essayent de définir des stratégies de tarification abordables à la communauté, ils peuvent être appelés à appliquer 2 stratégies à la fois. Ils peuvent travailler dur pour réduire le coût des soins tout en utilisant des stratégies de rabais pour les patients vulnérables au plan économique. J'ai souvent entendu des leaders des services de santé se plaindre que leur communauté était incapable de s'offrir même les services de santé élémentaires, laissant entendre que la charité était la seule solution. Cependant, lorsque nous creusons, nous découvrons que les communautés sont souvent constituées de personnes à revenus très variés et que tout le monde n'avait pas le même niveau de vulnérabilité. Dans ces circonstances, une échelle mobile peut être ajoutée pour donner accès à tout le monde aux services de santé essentiels à des prix abordables. Pour la mise en œuvre de cette échelle mobile, les directeurs doivent d'abord identifier le coût du seuil de rentabilité pour le service. Ils pourront ensuite estimer les niveaux de revenus des différents segments de la communauté. Les prix peuvent être fixés de manière à recouvrer les rabais offerts aux patients à plus faible revenu en maintenant le prix complet pour les patients qui peuvent payer. Penchons-nous maintenant sur l'audit, qui est une méthode de suivi des décisions financières afin de garantir l'honnêteté et la transparence.
Une discipline d'audit saine protège l'intérêt public et permet d'assurer la durabilité des services de santé. Elle améliore également les décisions financières prises au sein de l'institution, en veillant à ce que les leaders et directeurs reposent sur des informations financières crédibles dans le processus de prise de décision. Quelle est la nécessité des audits? Tout d'abord, les audits permettent de s'assurer que les ressources sont employées aux fins prévues, celles de fournir des services de santé. Les sources de financement des institutions de santé, telles que les gouvernements, les donateurs, les compagnies d'assurance et les patients qui payent directement pour leurs soins, méritent de vouloir que les leaders des services de santé utilisent les recettes de manière responsable pour la prestation de services de santé bénéfiques à des coûts raisonnables. Les audits sont également importants parce que les problèmes financiers illustrent d'autres qualités humaines et des fois, ils ressortent les pires de ces qualités humaines. L'argent est un symbole de pouvoir, et l'abus de pouvoir et la corruption sont des défis mondiaux. Presque chaque jour, de nouvelles cas à travers le monde font état de la corruption qui perturbe la circulation des biens et services et méprise les personnes qui dépendent de ces services. Les audits représentent une méthode employée pour responsabiliser le personnel pour le plus grand bien de tous. Enfin, les audits permettent de s'assurer que les décisions sont prises à la lumière d'informations précises, plutôt que de données financières déformées par des erreurs intentionnelles ou non intentionnelles. Nous allons examiner brièvement deux types de fonctions d'audit, les sauvegardes internes et les audits externes. Les sauvegardes internes de base impliquent les suivants. Chaque organisation doit être dotée d'un certain système de tenue des dossiers pour l'enregistrement de la vente des biens et services. Chaque vente devra être enregistrée de manière cohérente et transparente, afin de permettre au directeur de veiller à ce que toutes les recettes sont comptabilisées. Les directeurs devraient répartir les responsabilités entre les personnes qui manipulent l'argent. Par exemple, la personne qui reçoit et enregistre les recettes ne doit pas être celle qui dépose l'argent à la banque. La répartition des responsabilités réduit les risques de collusion ou de collaboration à des fins malhonnêtes. Les relevés bancaires doivent être comparés aux documents financiers internes chaque mois. Les directeurs de services de santé doivent mettre en place des systèmes pour contrôler et suivre l'inventaire de toutes les fournitures dans l'hôpital, la clinique ou institution de santé, afin de réduire le risque de vol de fournitures. Les sauvegardes internes plus avancées peuvent inclure un audit approfondi périodique de chaque département, des audits spécialisés visant à s'assurer que toutes les charges sont comptabilisées et enregistrées et un audit des systèmes de paie. Les audits externes font désormais partie intégrante du maintien de l'honnêteté et de l'intégrité dans les marchés économiques matures. Les organes directeurs des institutions de santé et des agences gouvernementales exigent souvent les audits comme moyen pour valider l'utilisation appropriée des subventions, dons et prêts. Les auditeurs formés qui respectent les exigences du Conseil international des normes d'audit et d'assurance effectuent généralement des audits externes. Pour plus d'informations sur les efforts internationaux en vue du maintien de la transparence, consultez Transparency International en ligne. Examinons quelques questions fréquentes à propos de la tarification et de l'audit. Notre communauté est constituée uniquement de pauvres. Comment pouvons-nous devenir durables? La pauvreté répandue peut certainement limiter la quantité et la qualité des services de santé. Cependant, j'ai constamment été impressionné, pendant mes voyages à travers le monde, de voir comment des médecins et des leaders de services de santé ont relevé le défi de faire correspondre les besoins et les ressources, même dans les communautés les plus pauvres. Chaque communauté est constituée d'une variété de personnes dotées de capacités économiques variées. Le but des leaders des services de santé est de trouver des moyens de rendre les services de santé accessibles à tous les membres de la communauté, peu importe leur capacité économique. Nous nous faisons confiance. Quelle est donc la nécessité de l'audit? La confiance est une précieuse qualité humaine et il est essentiel pour les leaders de gagner et de garder la confiance des employés, des membres du conseil d'administration, des autorités gouvernementales et de la plus grande communauté.
Les leaders de services de santé qui reconnaissent l'importance de la confiance reconnaissent également que la confiance n'exclut pas la méfiance. Les contrôles internes et les audits externes fournissent des vérifications importantes permettant de maintenir la confiance à son plus haut niveau. C'est ainsi que nous concluons notre étude sur la durabilité en tant que discipline essentielle pour les leaders et les directeurs des services de santé. Nous avons constaté que la durabilité commence par un sentiment de propriété et de responsabilité personnelle pour la conception et le maintien de systèmes de prestation de services de santé. La durabilité est assurée par le suivi des résultats financiers, la tarification des services conformément aux réalités du marché et l'audit des processus afin de maintenir l'institution honnête et précise. Les processus permettant de garantir la durabilité sont essentiels. Cependant, ils fonctionnent mieux lorsque les leaders et les directeurs font preuve d'intégrité et de transparence dans leur comportement. Puis le bas âge. Les parents enseignent aux enfants que l'honnêteté est la meilleure politesse. Ce vieux dicton est autant valable pour les leaders des services de santé de chaque pays et de chaque culture qu'il ne l'est pour chaque enfant. Pratiquez cet exercice avec votre équipe. Concevez un système de tarification variable pour une clinique afin d'améliorer l'accès aux soins dans une communauté pauvre voisine. Ainsi s'achève le module 12 d'une série de 15 modules. Merci de votre participation.